Info Télévision, c'est votre télé. C'est la télévision du vivre ensemble, votre chaîne de proximité, 24 heures sur 24. Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver dans le cadre de cette émission, le débat. Nous sommes le vendredi 7 août 2020, dernière sortie officielle de cette semaine pour cette émission. On va repartir une fois de plus du côté de la Côte d'Ivoire ce matin pour évoquer la candidature d'Alassane Dramane Ouattara à la prochaine élection présidentielle. Est-ce un mandat de trop ? Comment comprendre cette décision? Est-ce que Alassane Ouattara parviendra-t-il à rester au pouvoir? On s'interroge ce matin. Cyril Edigui, bonjour. Bonjour, très cher compatriote Alfred Passy Bokolo Ebolo. Je suis très heureux d'être sur ce plateau. Je dirais même très honoré. Il y a longtemps que je n'ai plus été invité sur ce plateau. À un certain moment, je me suis dit que j'avais été ostracisé. Dieu merci, vous avez ressuscité un compatriote. Je suis sur ce plateau très honoré d'être avec des copanélistes de taille. Il y a le patriarche pour qui j'ai beaucoup d'admiration qui est là. Et les autres compatriotes certainement aussi des copanélistes d'envergure. Merci d'avoir accepté de partager ces moments avec nous. Maurice Kokomo, bonjour. Oui, bonjour, mon très cher frère. Je suis d'ailleurs très content d'être là ce matin, au vu, n'est-ce pas, même de cette actualité. Donc, nous allons dérouler tout à l'heure. Et je salue particulièrement mon oncle qui est là. Vous savez, il est le détenteur de mes bénédictions. Patriarche Bilois ici. Et sans toutefois remercier Dieu de nous avoir donné Willy Cap, qui est, n'est-ce pas, un véritable ami et frère. Et je salue, n'est-ce pas, vos milliers de téléspectateurs qui vous regardent à travers le monde. Willy Cap, bonjour, nous sommes le week-end. En fait, en début de week-end, je vous vois avec une tenue un peu détrompée. Est-ce qu'il y a un programme? Que ça, c'est pour aller en boîte. Est-ce qu'il y a un programme? Est-ce qu'il y a un programme? Non, nous on appelle ça communément la tenue du tio. Est-ce qu'il y a un programme? C'est pour ça que je vous pose la question. Non, je n'ai pas. Si je peux m'associer à vous. Non, si vous voulez, monsieur Bekolo, hier c'était votre anniversaire, vous l'avez bouffé seul. Donc, moi, je suis dans la prolongation. Parce que hier, comme j'avais une veste de nuit quand elle est très grosse, très grande sur moi, là, je ne pouvais pas me balader, c'était difficile avec le soleil. Aujourd'hui, j'ai mis une veste normale. Donc, aujourd'hui, vous allez jouer les prolongations. Voilà, je vous attends. Donc, vous savez que je ne coûte pas cher de toutes les façons. Donc, sur ce, salut au panel. Vénéré Patriarche et à son épouse, à qui je veux dire merci pour les bons moments que j'ai passés chez eux hier. Décidément, c'est beau, le local d'un patriarche. Non, c'est une maman. Oui. Madame Bilois ici m'a réservé un accueil princier, ça il faut dire. D'ailleurs que c'était une visite surprise, mais elle s'est pliée en quatre pour que mon séjour dans leur résidence soit des plus beaux. Et je me suis comme d'habitude abreuvé encore. Bon, ça donne les idées ce matin. Patriarche, moi-même, je non, c'est tout que le patriarche, la bouteille à quatre côtés. Oui. Ah bon? J'avais souvenir. Voilà, il y a une bouteille à quatre côtés là-bas. Donc, comme c'est le début du week-end aujourd'hui, franchement. Allez, bonjour aussi à l'équipe en studio et à nos millions de téléspectateurs. Merci Willy. Bonjour Patriarche Bilois ici. Bonjour monsieur. Encore ce matin, très belle tenue africaine. Je suis africain et je serai africain jusqu'à la mort. Et même mon égrégore servira l'Afrique. Donc c'est tout à fait normal qu'il en soit ainsi. Je suis d'accord avec les sujets, je suis content d'être bien entouré et surtout, comme je le dis tous les jours, ceux qui nous regardent, je leur dis, j'espère que nous serons à la hauteur de vos attentes.
D'accord. En un seul mot, hein, franchement, ce matin, il y a une nouvelle qui, depuis hier, le président Paul Biya a décidé de l'octroi des logements aux 22 lions de l'équipe nationale de 1990. Hein. L'information est titrée à bonne source. C'est une bonne nouvelle. Patriarche, en un seul mot, parce qu'on va faire le tour de table en un seul mot, en quelques minutes. C'est une bonne nouvelle, mais qui nous renvoie à la réalité camerounaise. Ces maisons ont été promises il y a 30 ans. Et personne autour du président lui a dit, mais président, vous avez oublié les maisons promises aux joueurs. Et c'est 30 ans après qu'il se souvient qu'il avait promis des maisons aux Lions indomptables. Et c'est une bonne chose. Il y a quand même un petit regret. Le petit regret, c'est que les morts n'en profiteront pas parce qu'ils ne sont pas tous vivants. Mais il y a Massine qui est parti, il y a Lipolo Fédé et puis très récemment Tato Stéphane. Oui, mais... Hein? Non, il n'était pas en Coupe du Monde. Il n'était pas en 90. Mais de toute manière, c'est une bonne chose. Mieux vaut tard que jamais. Mais je demande aux collaborateurs du président Biya d'être de vrais collaborateurs. Parce que de temps en temps, ils ne le sont pas. J'ai le courage de le dire. Ils ne sont pas souvent collaborateurs. Ils sont des gens qui sont à table pour manger et qui ne pensent qu'à leur ventre. Willy Kakussi, le président, n'était plus en place. Et finalement, il ne devait pas avoir ces logements sociaux. En fait, ces logements... vous êtes fantastique, monsieur Bokolo. Il faut dire une chose, c'est que je retiens 3 choses de ce don du chef de l'État. D'un, lorsque le chef de l'État vous fait une promesse, il faut prier Dieu que vous soyez vivant lorsqu'elle va se réaliser. Et de 2, il faut prier Dieu que lui aussi soit vivant au moment de la réalisation de cette promesse. Et troisième des choses, c'est que le pays est dirigé par un chef de l'État en plein confinement. C'est-à-dire que lui dirige le pays en fonction des rapports de ses collaborateurs. Je le dis pourquoi? Parce que l'affaire de ces logements de 1990, effectivement, le chef de l'État avait fait cette promesse, non seulement aux joueurs, mais également au staff technique et médical, donc tous ceux qui avaient participé à cette expédition. Et il avait instruit au ministre des Sports de l'époque et aux dirigeants de la FECAFOOT d'introduire un dossier auprès de la société immobilière du Cameroun, la SIC. Et ce qui s'est passé, c'est que ceux qui étaient en charge de la diligence de ce dossier ont déposé une liste de 45 noms. Énorme. 45 noms auprès du directeur général de la SIC. Le directeur général de la SIC a dit, mais quelle équipe qui a 45 personnes, je ne peux pas quand même octroyer 45 logements sociaux. Et donc, je ne sais pas si le chef de l'État a eu le retour de l'information, mais il a fallu 30 ans après, le 6 juin dernier, lorsqu'on célébrait l'anniversaire de cette première victoire des Lions à la phase finale de Coupe du Monde 90, que les Lions, avec à leur tête son excellence Asbel Roger Mila, saisissent à nouveau le chef de l'État pour dire que vous nous avez fait une promesse il y a 30 ans. Et c'est là où le chef de l'État se rend compte, 30 ans après, que rien n'a été fait. Que rien n'a été fait. Et malheureusement, cette promesse, elle est réalisée au moment où celui qui était à la tête des troupes est décédé, donc il ne va pas en bénéficier. C'est pourquoi je disais que si le chef de l'État vous fait une promesse, il faut d'abord prier que lorsqu'elle va se réaliser, vous soyez vivant. De 2, que l'UMI soit vivant. Et la troisième, c'est que nous avons un chef de l'État qui dirige le pays en confinement. Donc il reste soit en Vomeka, soit étourdi. Il attend les rapports qu'on va lui faire. Et on comprend du coup pourquoi le Cameroun piétine. Parce que on a un projet comme le pont sur le Vouri qui n'a jamais été livré. Allez savoir. Parce que le chef de l'État, lui, je suis sûr que dans sa tête, les rapports qu'il a, c'est que le pont a même déjà été livré. On a certainement envoyé nos confrères de la CATV faire les images du pont. On les a diffusées dans le journal de 20h30, celui de 19h30. Lui, il sait que le pont est réalisé. On diffuse aussi les maquettes. Hein? Ben voilà, justement, puisqu'on va vous dire, vous allez voir, c'est peut-être dans 10 ans que le chef de l'État va se rendre compte que le barrage de Menvelé n'est pas encore prêt. À Mekim là-bas, ce n'est toujours pas prêt. Voilà, c'est ça malheureusement quand un pays est dirigé en confinement. Cyril Digui, le tort sera finalement réparé? Écoutez, mieux vaut tard que jamais. C'est avec
un léger sourire que j'ai écouté l'ambassadeur itinérant ce matin à l'émission de Boni Philippe. Et il disait que le président de la République répondait là favorablement à une promesse qui leur avait été faite il y a 30 ans, mais qui a juste été réactivée par une requête adressée par le sieur Ebolet, qui semble-t-il est le président de l'association des anciens Lions, ayant participé à la Coupe du Monde de 90. C'est une originalité camerounaise, des promesses qui se réalisent dans l'éternité. Vous savez, il faut qu'on arrête souvent, quelquefois, d'accuser les collaborateurs du chef de l'État. Je parle sous le contrôle d'un patriarche. Et les patriarches, parce que j'ai été très longtemps aux côtés de mes deux grands-parents qui étaient des patriarches, ce ne sont pas des gens qui acceptent qu'on leur dise ce qu'ils doivent faire tout le temps. Mais Dieu merci, mieux vaut tard que jamais, le chef de l'État a ordonné que 22 logements soient octroyés, j'espère, à titre de donation, pas à titre de location, aux 22 Lions. Je l'espère que c'est une donation, que désormais ces logements vont appartenir à ces 22 joueurs. Je devrais vous rassurer sur le fait que même si les principaux acteurs, certains principaux acteurs ne sont plus là, leurs enfants sont là et ils peuvent donc hériter de ce qui, à la vérité, serait comme l'héritage légué par leurs parents. Donc on ne pourrait pas, si vous voulez, empêcher à ces enfants de jouir des grâces que le président fait à leurs parents. La question que vous posez, elle est très pertinente. Et je me dis, j'aurais souhaité que, tout comme le chef de l'État l'avait dit à une certaine époque, qu'il souhaiterait laisser au Cameroun la démocratie et le progrès. Je souhaiterais que, comme la démocratie est déjà en marche, que le progrès lui aussi soit en marche. Donc, félicitations, Monsieur le Président de la République, d'avoir finalement rendu cet hommage à ces 22-0 de la Coupe du Monde de 90. Bien dommage la manière avec laquelle Stéphane Tato s'en va de ce monde. Mais voyez-vous, c'est le chemin de tout le monde. Et qui sait comment devrions-nous partir. Maurice, il faut donner la parole à Maurice. Il va parler, je voudrais dire ceci. Je ne suis pas l'avocat de M. Biya. Mais diriger un pays, ce n'est pas comme diriger une famille. Il faut arrêter de dire on accuse les collaborateurs. On doit les accuser. Si vous voyez, pourquoi y a-t-il différents ministères? C'est parce que chacun s'occupe d'un domaine précis de la vie nationale. Pour pouvoir rendre compte au président. Oui. C'est trop facile aussi. C'est trop facile. Lorsque vous serez président, vous verrez avec le domaine d'ubiquité. Ce serait une très bonne chose. Non, mais je vous en prie, je voulais qu'on avance un peu parce que c'était pour quelques secondes. Il n'a pas laissé que je termine. Non, Patriarche, permettez, excusez-moi. Il faut dire une équipe, ce n'est pas 22 joueurs seulement. Vous avez les joueurs sur le terrain. Qu'est-ce qu'on fait des staffs? On a quand même eu ces résultats grâce à un staff. Mais vous permettez, si vous voulez revenir, vous permettez que je donne un peu la parole aussi à Maurice. Maurice, pourquoi le décret qui avait été signé depuis très longtemps n'était pas appliqué? Le décret n'a pas été appliqué parce que nous avons un gouvernement qui ne fait pas son travail. Je voudrais dire quelque chose ici par rapport toujours à ces projets de sport et autres, par rapport à la CAN 2019 qui a glissé, par exemple. Le président de la République a pris sur lui, n'est-ce pas, en disant que la CAN aura lieu le jeudi. Et je vais vous dire que, étant moi-même partie prenante de l'organisation de la CAN, j'ai vécu des choses atroces dont je ne pouvais pas m'imaginer dans ce pays où les collaborateurs du chef de l'État ont tout fait pour que le Cameroun ne puisse pas avoir les hôtels de la CAN.
les hôtels du Cameroun, les hôtels de l'État. Or, le financement était sur la table, les études avaient été faites, tout avait été fait prêt pour que la CAN soit jouée. Alors, c'est la même chose par rapport à ce que nous disons là, qui a fait 30 ans. Mais je crois aussi que lorsqu'on est un chef d'État, il y a une dimension de souveraineté qui fait partie de son impact. Autant enseigne qu'à un moment donné, quand bien ça n'a pas donné, quand bien ça n'a pas été accompli, il peut revenir tel qu'il a fait là. Moi, je me dis, mieux vaut tard que jamais, comme un frère a dit tout à l'heure. Mais alors, le problème reste et demeure les collaborateurs du chef de l'État. C'est-à-dire que pour avoir vécu quelque chose, c'est-à-dire que particulièrement moi-même... L'ancien président dit trop facile. Je voudrais dire que j'ai vécu cela personnellement. Dans le genre où on dit, ok, le Cameroun doit construire 5 hôtels. Douala, Yaoundé, Bafoussam, Foucault et Garoua. Et il y avait les financements sur la table. Je parle parce que c'est moi qui ai apporté les financiers de l'Europe, de la Belgique et partout pour venir financer ces projets. Et j'ai apporté les sociétés qui devaient construire ces hôtels. Finalement, le Cameroun n'a pas eu les hôtels. Ce n'était pas le chef de l'État. C'était ses collaborateurs. Parce que quoi? Vous imaginez-vous que vous arrivez dans un ministère et le ministre vous attend. Et pendant le temps, le ministre vous attend, vous êtes dans son cabinet et il attend vous recevoir. Un de ses collaborateurs vient vous enlever de la salle d'attente du ministre. Il vous dit non, venez, le ministre ne peut pas vous recevoir maintenant parce que. Finalement, lorsque vous m'avez fait les investigations dans son bureau, je me rends compte que le marché a été détourné pour être donné, n'est-ce pas, à leurs amis. Pour agrandir certains hôtels dans la ville de Yaoundé, il faut aller voir. Donc c'est la même chose que ce que vous voyez là avec les 45 dont vous avez avancé tout à l'heure, au lieu de 22. C'est-à-dire que des choses se font, le chef d'État n'est pas au courant, il ne sait pas comment ça se passe, mais on veut toujours lui dire que c'est bon, c'est bien, vraiment tout se passe très bien. Donc ce qu'on lui raconte n'a jamais été ce qui est sur le terrain. Voilà le problème que le chef de l'État a. Donc je ne me mets même pas à sa place. Pourquoi? Parce que je suis un responsable d'église, je suis à la tête. Il y a des choses que mes pasteurs font. Donc je ne suis pas au courant. Oui. Moi, vous êtes un mauvais pasteur. Non. Je vous dis ce que monsieur Willy, pour pouvoir avoir une église à Douala, une assemblée à Douala, ce que le pasteur va faire là-bas, vous n'êtes pas au courant. Et parfois le rapport arrive à votre niveau quand l'acte est consommé. Donc il y a des choses comme ça qui arrivent à toute grande. Qui cesse de faire les promesses au chef de l'État, parce que vous parlez de 22 Young, nous avons le PENDIS, le programme national de développement des infrastructures. On ne va pas aller dire oui. Et il nous a fait les promesses à la jeunesse qu'on a jusqu'à aujourd'hui, aucun de ces édifices n'est sorti sur terre. Mais la faute à qui il y a finalement? La faute à lui, le maçon. Est-ce que le président est maçon ou charpentier? Autant mieux donc que le chef d'État ne fasse pas. Autant mieux que le chef d'État ne fasse pas. Oui, Cyril, en quelques secondes, parce qu'on va sortir carrément de ce sujet, parce que je pense qu'on peut y reviendra lundi. Oui, Cyril. Willy, je vous en prie, Willy, je vous en prie. Le débat suscite beaucoup de passion parce que, à la vérité, à mon humble avis, chaque prise de parole ici a une part de vérité. Ouais. Je pense que le problème, même si les collaborateurs semblent être particulièrement responsables d'un certain nombre de désagréments vécus au Cameroun, il faut quand même le dire, le chef de l'État et le président de la République, c'est lui la tête. Et le problème aussi souvent, c'est qu'il n'y a pas d'impunité. Lorsque la responsabilité et la culpabilité est établie, il faut bien punir. Lorsque vous découvrez par exemple qu'au lieu de présenter 22 joueurs, ou alors les 22 et les encadreurs, on vous présente 45 personnes. Lorsque ces faits sont établis, il revient à celui qui est le chef de punir. Mais écoutez, moi je reste jusqu'ici quand même impressionné de ce que on sait très bien où se trouve la mallette qui a disparu entre Yaoundé et Paris. Et jusqu'aujourd'hui, entre Paris et Washington, jusqu'aujourd'hui, ces lugubres personnages n'ont jamais été punis. C'est quand même incroyable. Non, et vous pouvez également, vous pouvez, si vous le voulez, faire ce constat sur plusieurs domaines. Vous comprenez? Par exemple, concernant relativement à ce que présentait l'apôtre Maurice Kokomo tout à l'heure, voyez-vous, vous êtes apôtre, donc chef d'une
d'une église. Alors, lorsque vous constatez, après enquête et vérification, que l'un de vos collaborateurs, l'un de vos pasteurs a posé des actes qui méritent une sanction, vous devez le sanctionner de manière exemplaire, de sorte que les autres collaborateurs sachent que il ne faut surtout pas faire comme ceci. Et c'est ce que nous reprochons en tant que fils du pays, en tant que patriote à la plus haute institution du pays, qui fait beaucoup preuve de compassion. Voyez-vous, je ne sais pas si se sont passés dans les arcanes de l'église, parce qu'il a été, m'a-t-on dit, au séminaire. Il est très miséricordieux. Et à un certain moment, on ne gère pas le pays. D'accord, on sort carrément de ce sujet, patriarche, mais en 2 secondes, patriarche. Un mot pour dire ceci. Le drame de ce pays, c'est des gens qui savent des choses qu'ils ne savent pas. Et de deux, dites-moi un peu, dès qu'on met quelqu'un en prison, il n'a plus volé, il est un prisonnier politique. Vous voulez quoi finalement? D'accord, on vous a suivi, patriarche. Il faut rappeler que les champions olympiques de 2000 revendiquent déjà aussi leur position. Donc le bal des revendications est déjà... c'est le 2002. D'accord, oui, merci. Pour être à jour avec ce thème, on va prendre les réactions par rapport à ce thème. Bonjour les Lions de 90 ont attendu 30 ans pour avoir un logement. Françoise Bango, à qui on avait promis une villa, a plutôt reçu un appartement 10 ans plus tard. La Prado neuve qu'on lui a promis a été bloquée par la femme d'un ministre qui l'utilisait. Quand les fils de ce pays iront prendre d'autres nationalités, on va les en vouloir. C'est regrettable. C'est Fly de Vogue Betty qui nous envoie ce message ce matin. Merci à vous, Fly. Bonjour à vous sur le plateau. Voir Tato, emblématique capitaine des Lions, m'a brisé le cœur. Voilà autant de choses qui frappent de malédiction, la malédiction du football camerounais. Querelle par ici, suspension par là de toute cette génération glorieuse, d'autres glorieuses de l'âge d'or de notre foot. Seul Mila fut gracieusement récompensé. Pourquoi Lucien Dekounou qui nous envoie ce message. On va prendre celui-ci. Bonjour la grande famille des experts. Merci pour tout ce que vous faites pour l'éveil des consciences. Beaucoup de courage à vous. Isco depuis Ebolova. On va les évacuer par rapport à ce premier thème. Bonjour et merci pour le travail abattu par votre chaîne. Par contre, je ne suis pas d'accord avec ceux qui remettent la responsabilité seulement sur les collaborateurs du chef de l'État. Le président est le manager et par contre doit frapper du poing sur la table. On ne peut pas attendre 30 ans pour constater qu'une décision prise n'a pas été exécutée. Monsieur Ndebi qui nous envoie ce message, le dernier. Bonjour le plateau, n'oubliez pas que c'est le même régime qui a délogé le célèbre Bessala de son logement. Il est mort. Clochard Meriga Ibrahim qui nous envoie ce message ce matin. Merci à vous, téléspectateurs. Voilà. On va du côté de la Côte d'Ivoire. Alassane Dramane Ouattara, officiellement candidat à un 3e mandat. Alassane Ouattara a mis fin à un suspense qui, pour certains, n'était pas en annonçant jeudi 6 août qu'il allait briguer un 3e mandat à la tête de la Côte d'Ivoire lors de l'élection présidentielle du mois d'octobre prochain. Il évoque un cas de force majeure après la mort de son défunt en juillet. L'opposition lui conteste le droit de se représenter en vertu de la Constitution. Un mandat de trop, cher monsieur Willy? Écoutez, déjà avant toute chose, je pense que la décision de M. Ouattara personnellement ne me surprend pas. Nous avons évoqué la situation en Côte d'Ivoire, la situation politique, et les arguments même convoqués par M. Ouattara, pour moi, sont futiles. C'est, comme dit souvent, permettez-moi d'emprunter une expression propre au patriarche, c'est de la gnognotte. C'est à la limite même une insulte pour la démocratie ivoirienne. Parce que quand M. Ouattara vous dit que les raisons qui l'ont poussé, le cas de force majeure dû au décès de Amadou Gon Coulibaly qu'il avait choisi comme candidat du RHDP. Mais est-ce que le candidat, je veux dire quoi?
Le RHDP est aussi pauvre en tant que cela, en termes de candidature. Oui, mais si le RHDP n'a plus de candidat, mais qu'on passe le témoin à quelqu'un d'autre. Nous avons des gens qui peuvent diriger ce pays. Pourquoi continuer de maintenir en prison ses adversaires politiques, comme c'est le cas pour M. Laurent Gbagbo, qui on sait a fait des choses fantastiques, énormes pour la Côte d'Ivoire. On peut passer, il a dit, on se souvient de ce fameux discours le 5 mars 2020 devant le Parlement, il a dit vouloir passer le témoin à la jeune génération. Justement, je vous coupe parce qu'il faut qu'on prenne cet extrait-là. Avec le concours de la réalisation, cet extrait du président ivoirien qui annonçait ne plus briguer, ne plus vouloir briguer un mandat. Et acclamer. On regarde et on se retrouve juste après. Je voudrais vous annoncer solennellement que j'ai décidé de ne pas être candidat à l'élection présidentielle du 3 à l'élection présidentielle du 31 octobre. C'était avec beaucoup d'émotion. Non, c'était des histoires. C'était des histoires. Vous voyez, moi j'ai fait un peu de psychologie. Vous voyez, monsieur Ouattara s'est moqué de lui-même dans ce discours. Parce qu'en fait, toutes les cartes qu'il avait entre ses mains, malheureusement, il les a perdues. Quand il tient ce discours, il sait ce qu'il va faire, c'est-à-dire désigner M. Amadou Gon Coulibaly. Mais il sait aussi en même temps que M. Amadou Gon Coulibaly ne se porte pas bien, il est malade. Alors dans sa tête, il se dit, bon ok, si M. Amadou Gon Coulibaly n'est pas là, il y aura forcément Ahmed Bagayoko. Il y aura peut-être Kablan Duncan qui était jusque-là le premier vice-président de la Côte d'Ivoire. Il y aura. Mais malheureusement, ces cartes-là, à la fin, par la suite des choses, il les perd. Il est père. Mais moi, ce qui me gêne au-delà de tout, c'est que M. Ouattara devrait comprendre une chose. On est en Afrique. Et avec son âge, chez nous les Africains, on parle de patriarche, c'est un sage. Le sage ne manque pas. Le sage ne se dédie pas. Le sage ne se dédie pas. Et la parole du sage vaut de l'or. C'est pour ça qu'on dit que tout ce qui sort de la bouche du sage doit être pris au sérieux. Soit c'est la bénédiction, soit c'est la malédiction. Monsieur Ouattara vient de jeter l'opprobre sur le peuple et sur la Côte d'Ivoire, sur la démocratie ivoirienne. Parce qu'il faut que monsieur Ouattara, il sache une chose, la Côte d'Ivoire peut vivre sans lui. Que monsieur Ouattara nous a... Et la Côte d'Ivoire vivra sans lui parce qu'elle a vécu avant lui, elle a vécu pendant lui, et elle vivra avant lui. Parce que ces histoires qu'il nous raconte, j'ai suivi son discours, il dit, il a voulu céder à l'appel du peuple. L'appel du peuple de quoi? L'appel du peuple, pourquoi on pense que le peuple aujourd'hui en Afrique ne se limite qu'aux chefs traditionnels, aux dignitaires politiques? Les gens qu'on soudoie pour venir jouer le folklore devant les caméras, est-ce que les Ivoiriens, on a consulté les Ivoiriens, M. Ouattara, si nous sommes dans une politique, vous auriez dû consulter les Ivoiriens via ce qui se fait soit un référendum. Ça s'est fait les référendums. Est-ce que vous, le peuple ivoirien, qui êtes souverain, souhaiteriez-vous que je me présente? C'est ça ce qu'on appelle l'appel du peuple. Ce n'est pas des histoires qu'on monte de toutes pièces. On appelle des gens qui ont faim là-bas, on donne quelques copains, ils viennent, ils tiennent des discours. Monsieur Ouattara, vous avez insulté la démocratie ivoirienne, vous avez insulté le peuple ivoirien, et là j'appelle le peuple ivoirien à se lever comme un seul homme pour dire non à cette candidature. Cyril Edigui, Ouattara a insulté le peuple ivoirien? Oh, bien plus que ça. Ouattara vient de commettre, comme d'habitude, un sacrilège de plus et qui malheureusement ne sera pas puni. J'espère qu'il sera puni un jour. Vous savez, M. Ouattara a échoué. Et je reprends là les propos d'un grand artiste ivoirien, mais oui. À la vérité, si vous voulez réussir dans la vie lorsque vous êtes un leader, vous devez, une fois que vous avez pris le pouvoir, ou alors vous avez pris fonction, vous devez préparer votre successeur. D'ailleurs, le mot succès vient de... Le mot succès vient de successeur. Vous allez voir que c'est le diminutif des successeurs en anglais. Success, successor. Donc, la vérité, c'est que si M. Ouattara n'a pas pu, après 2 mandats, s'il n'a pas pu, après 2 mandats, trouver quelqu'un dans son propre parti qui puisse le remplacer, vous allez me dire que c'est Gon Coulibaly. Tout le monde sait que Gon Coulibaly était malade, je dirais même maladif,
et qu'à la vérité, comme à l'habitude, M. Ouattara ne faisait que la chicane. Lorsqu'il a pris la parole. Et j'étais très amusé parce que certains Camerounais et certains Ivoiriens ont cru à cette entourloupe. Parce que M. Ouattara est habitué à ça. Vous savez, à une certaine époque, on a qualifié Gbagbo de boulanger. Mais moi, je pense que le champ lexical autour du mot poubelle est celui qui, à la vérité, répond bien et correspond à M. Ouattara et à son gouvernement tout entier. Vous savez, la poubelle, ce n'est pas seulement la saleté, mais c'est un mélange hétéroclite de saleté, de beaucoup de choses qui n'en valent pas la peine. M. Ouattara n'a jamais été cohérent de sa vie, déjà à partir de sa naissance. M. Ouattara est une combinaison de plusieurs choses où il ne se reconnaît lui-même pas. J'aime à dire aux gens que Ouattara n'a jamais été ivoirien. Il est peut-être devenu ivoirien. Je vous rappelle que son petit frère a été ministre au Burkina Faso. Oui. Son petit frère. Oui. Ouattara est burkinabé. À la vérité, il est burkinabé. Maintenant, FMI, il était au FMI en tant que burkinabé. En tant que burkinabé. À cause du président Houphouët-Boigny qui avait besoin de certains jeunes qui ont une certaine science, qui sont caractérisés aussi par une certaine sapience, il a dû être appelé à ses côtés pour travailler pour lui. Au jour d'aujourd'hui, M. Ouattara est franco-burkinabé. Il a épousé une Française nommée Dominique Ouattara aujourd'hui. Donc, il est clair que ce n'est pas un monsieur qui gouverne la Côte d'Ivoire avec amour ou nationalisme. C'est un monsieur qui se moque des Ivoiriens, Je suis étonné, c'est le seul pays qui, en Afrique et même dans le monde, est gouverné par des étrangers et des étrangers qui ont l'outrecuidance de se moquer de la Côte d'Ivoire. Monsieur Ouattara a passé le temps. D'abord, il est arrivé par effraction au pouvoir. Parce que je reste convaincu que ce n'est pas lui, c'est pas M. Ouattara qui a gagné les élections. C'est pas le peuple ivoirien qui l'a élu. Non. Il a été placé là par Sarkozy, Nicolas Sarkozy. Tout le monde le sait d'ailleurs. On sait très bien comment l'armée française allait extirper le président Gbagbo du palais présidentiel et a remis aux rebelles, je le dis encore, un monsieur qui était allé s'installer dans un hôtel de la place appelé hôtel du Golfe. Monsieur Ouattara s'est autoproclamé président et sur la base de son autoproclamation, il a été fait président par la France. Aujourd'hui, même ses anciens fidèles alliés comme Bédier, ne pouvant pas simplement se dédire, sont malheureusement déçus de monsieur Ouattara. Vous avez vu comment il a jeté en pâture carrément monsieur Guillaume Soro, qui avait été présenté autrefois comme son successeur, son dauphin naturel. Et ce monsieur avait des atouts. Mais lorsqu'il a senti que c'est quelqu'un qui a de la personnalité et qui pourrait aimer la Côte d'Ivoire, il a vite fait de se débarrasser de lui. Écoutez, moi je n'ai jamais cru que Ouattara céderait le pouvoir avec Bakayoko. Il sait très bien que Bakayoko ne ferait pas le poids face au cadre de la politique ivoirienne. Ahmed Bakayoko a reçu pratiquement les mêmes présents que Soro. Et il sera certainement aussi bouffé à la même sauce que Guillaume Soro. Il a été fait Premier ministre comme Guillaume Soro, ministre de la Défense comme Guillaume Soro, député comme Guillaume Soro, m'a-t-on dit maire aussi comme Guillaume Soro, chef d'un village comme Guillaume Soro. Alors, pour le président Ouattara, c'est suffisant pour dire à Ahmed Bakayoko, merci pour ta loyauté. Ne regarde jamais le pouvoir. C'est un monsieur qui a passé le temps à diriger la Côte d'Ivoire dans la répression. Il a promis la réconciliation. Il n'a même jamais donné l'opportunité de la moindre réconciliation. Parce que quand vous voulez réconcilier les frères, vous ne les gardez pas à distance. Vous ne les condamnez pas à 20 ans de prison. Vous ne les envoyez pas en exil. Voyez-vous. Et quand on veut céder à une... Je ne sais pas si vous avez suivi tout le discours de Ouattara. Ce monsieur est tellement menteur qui devrait en réalité être interpellé par l'Union africaine. Parce que si l'Union africaine veut encore avoir un peu de dignité, je pense qu'il devrait être interpellé
par les pères africains, pères, c'est-à-dire ces pères africains, pour essayer de l'amener autant soit peu. Parce qu'il est difficile, comme il a appris l'engagement de se présenter. Je ne sais pas s'il pourra encore se rétracter, mais à la vérité, je pense, moi aussi, comme lui dans son discours, qu'il faut passer le témoin à la jeune génération. Bédié, Gbagbo, Ouattara devraient peut-être passer le témoin aux gens comme Blé Goudé, comme Guillaume Soro, même comme Ahmed Bakayoko, une jeune génération, voyez-vous, qu'ils s'accordent autour d'une candidature d'un jeune et lui donne la possibilité de diriger la Côte d'Ivoire autrement. D'accord, merci. Cette déclaration peut-elle susciter une révolte populaire en Côte d'Ivoire, Patriarche? Évidemment que oui. Mais avant de développer ce oui, je voudrais dire une chose. Nous avons souhaité depuis le début, comme les grands Africains ont souhaité les États-Unis d'Afrique. Cela a été exprimé en 1963 au moment de la création de l'OIA. La France, qui y voyait sa mort, a œuvré pour que rien ne se réalise comme ça. C'est-à-dire les États-Unis d'Afrique, ce qui ferait que n'importe quel Africain pouvait être président des États-Unis d'Afrique. Mais malheureusement, ce n'est pas ce que nous avons aujourd'hui. Il est difficile en plus, parce que la France a bien tricoté sa chose et a mis des gens comme Ouattara, Alassane Dramane Ouattara, au pouvoir en comptant sur sa fidélité, qui vient de deux choses, de son intérêt et puis de son embrigadement dans la loge du Grand Orient de France. Alors, vous ne pouvez pas prendre quelqu'un qui n'est pas d'un pays, alors que nous ne sommes pas des États-Unis, un étranger pour aller gouverner un autre pays. La preuve, ce qui est arrivé en Côte d'Ivoire, nous faisons seulement état du nombre de morts et du sang dans lequel M. Alassane Dramane Ouattara a navigué pour aller au pouvoir. Et cela ne lui dit absolument rien. Je l'ai rappelé tout à l'heure avec le frère que M. Dramane Ouattara est burkinabé. Et quand il était au FMI, c'était pour le compte du Burkina Faso. Et il a démontré, quand on a chassé Blaise Compaoré du Burkina, il est venu en Côte d'Ivoire et M. Ouattara en a fait un Ivoirien, en lui octroyant la citoyenneté ivoirienne. M. Ouattara est un vil personnage. C'est un vil personnage parce que c'est ce genre d'homme qui, adepte de la franc-maçonnerie, de l'homosexualité, font des choses incroyables. Voilà donc quelqu'un, femme et enfant. Moi, je vous dis, moi je les appelle des délinquants sexuels. Ce ne sont pas des homosexuels. C'est comme ça se voit ailleurs, pas très loin de nous. Je ne veux pas, tout le monde sait de quoi je parle. Vous avez des enfants, vous avez une femme et vous acceptez qu'on dépénalise l'homosexualité. Pour revenir à la Côte d'Ivoire, disons que quelqu'un qui n'a pas une parole d'honneur ne doit pas être président d'un pays. Parce qu'on vous dira, en politique, on peut promettre aujourd'hui et ne pas... C'est de dire demain. Oui, c'est de dire demain. À ce moment-là, ce n'est plus la politique. C'est de la roublardise. C'est de la fumisterie. Parce qu'en Europe, lorsque vous êtes candidat à une élection, par exemple présidentielle, que vous présentez votre programme, si vous ne réalisez pas ce programme, vous ne pouvez pas avoir un autre mandat parce que l'électorat va vous sanctionner. Mais en Afrique, cela est possible. Il suffit d'avoir une puissance entre guillemets, derrière soi. Et c'est le cas de Alassane Dramane Ouattara. Ce Burkinabé
qui se fiche pas mal de la vie des Ivoiriens. Comment Vous constaterez que c'est avec le concours de Guillaume Soro qu'ils ont fait le coup d'État. Et ce Guillaume Soro aujourd'hui est condamné à 20 ans. Mais malheureusement, il est omnibulé par le pouvoir et les avantages du pouvoir, qui ne se demandent pas. Nous avons condamné Guillaume Soro à 20 ans ici, mais il est quand même en France. Pourquoi on ne l'envoie pas? Quand on a condamné, quand on a décidé la déportation de Gbagbo, on l'a pris, on l'a amené là. Pourquoi la France ne livre pas Guillaume Soro? Il ne se pose pas la question. Parce que Guillaume Soro pourrait être une des solutions de la France qui ne veut pas perdre la Côte d'Ivoire. Mais ce qu'il faut dire aujourd'hui aux Ivoiriens, c'est n'acceptez pas l'inacceptable. Monsieur Ouattara n'est pas ivoirien et ne saurait savoir. Il a déjà mangé ce qu'il voulait. Laissez-le partir et choisissez un Ivoirien, un panafricain pour que la Côte d'Ivoire se remette debout. Maurice Kokomo, comment vous avez accueilli cette nouvelle depuis hier soir? Vous savez, la grâce que Dieu m'a donnée, c'est d'être apôtre. Et un apôtre, c'est quelqu'un qui a cette possibilité de lire des choses à distance. Lorsque Alassane Dramane Ouattara devient président de la Côte d'Ivoire, j'avais dit à certaines personnes que la Côte d'Ivoire était un pays qui aurait des problèmes. Et que je voyais Gbagbo revenir au pouvoir. Je l'avais dit, pourquoi? Parce que Gbagbo aimait la Côte d'Ivoire, il aime la Côte d'Ivoire. Gbagbo a voulu changer un certain nombre de choses en Côte d'Ivoire. Et Gbagbo a réellement gagné les élections en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, si Soro se retrouve là, il se trouve parce que dans les films, dans le cinéma, nous avons compris ce qu'on appelle le traître. Et le traître est toujours celui qui meurt vite dans un film. Vous savez, et la mort du traître, parfois, elle est plus compliquée même que la mort de celui qui est plus dangereux. Donc, ce que je vais vous dire, et que moi je voudrais dire au peuple ivoirien qui nous regarde, c'est qu'ils comprennent que le mensonge n'a pas longue jambe. Ce mensonge-là, qui est venu, n'est-ce pas, pour paralyser le pays que nous aimons tous, qui est la Côte d'Ivoire. Ce mensonge-là a été démantelé. Et aujourd'hui, il faudrait que les Ivoiriens comprennent qu'il faille qu'ils prennent leur destin en main. Et que toute la société civile ivoirienne se mobilise. Moi, je ne voudrais pas appeler plutôt les politiciens, mais plutôt la société civile ivoirienne. Parce qu'il est inconcevable que quelqu'un prenne le pouvoir par des voies qui ne sont pas normales, qui s'y installe et qu'il dise lui-même qu'il passe le témoin à la jeune génération et que subitement qu'il revienne à la rescousse pour dire que quoi? Qu'il se représente. Ça, vraiment, ça c'est un gros mensonge que ne devraient pas accepter les Ivoiriens. Quel que soit ce que la France peut bien faire, la France n'est pas plus forte que les millions d'Ivoiriens qui nous écoutent et qui sont capables, n'est-ce pas, de se lever pour dire non à cette candidature qui n'est pas une candidature authentique et qui n'est pas qui n'est pas normale, puisque déjà, même selon la constitution ivoirienne, ils nous ont jamais dit qu'ils ont revu la constitution. Ils ne l'ont pas dit. On ne sait pas par quel moyen, par quelle alchimie ils peuvent se présenter. Ils ont revu. Ils ont revu, hein. Une loi. Non, il y a eu révision de la Constitution qui a effectivement limité les mandats à deux mandatures. Maintenant, le problème, c'est celui de la rétroactivité de cette révision. Non, le problème juridiquement ne se pose pas. Sur le plan juridique, il peut se représenter. Mais maintenant, faire du fétichisme juridique n'est pas galant en politique, voyez-vous. Vous posez un principe, vous devez tout au moins montrer le chemin. C'est-à-dire dire aux autres, si j'ai demandé qu'on limite les mandats, c'est parce que moi-même je pense que je devrais être le premier à souscrire à ce modèle-là. Malheureusement, M. Ouattara n'a jamais voulu être un modèle. Ce qu'il appelle être un modèle se trompe éperdument. Je voudrais, si vous le permettez, compatriote Passy, je voudrais vous dire que Soro n'a jamais été clèche de Gbagbo.
Nous souhaitons qu'un panafricaniste comme Gbagbo revienne au pouvoir. C'est notre souhait. Mais laissons la Côte d'Ivoire gérer, du moins la démocratie ivoirienne se manifester librement. Mais Guillaume Soro a toujours été, ceux qui connaissent l'histoire de la Côte d'Ivoire, a toujours été le poulain de Ouattara. Depuis l'université. Depuis l'université, la rébellion qui a été conduite dans la partie septentrionale de la Côte d'Ivoire était financée par Ouattara. Donc, lorsque M. Gbagbo décide de faire, à la suite des différents accords, Marc aussi et autres, décide de faire de Guillaume Soro son premier ministre, ce n'est pas de son bon gré. Ce n'est pas du bon gré de Gbagbo. C'est qu'à la vérité, on dit, pour qu'il y ait apaisement, pour que la rébellion arrête de commettre des exactions, il vaut mieux permettre au chef de la rébellion, c'est-à-dire à M. Guillaume Soro, de prendre ne serait-ce que le premier ministère. Et c'est ce qui se passe d'ailleurs. Donc, Gbagbo nomme Guillaume Soro comme premier ministre de la Côte d'Ivoire, non pas parce qu'il le veut vraiment, parce qu'il fait confiance à ce monsieur ou parce qu'il compte même sur sa loyauté, du tout. Guillaume Soro est venu pour servir les intérêts de Ouattara et de la France, évidemment. Malheureusement, celui qui a trahi à la fois Guillaume Soro, la France, Bédié et tout le peuple ivoirien, c'est M. Alassane Dramane Ouattara, le Burkinabé. On va vous retrouver le temps pour nous de prendre encore une vidéo du président Alassane Dramane Ouattara. Mes chers compatriotes, en ce qui me concerne, j'ai, comme vous le savez, fait part le 5 mars dernier à toute la nation, devant le Parlement, réuni en congrès à Yamoussoukro, de ma volonté, bien que la nouvelle Constitution m'y autorise, de ne pas faire acte de candidature et de passer la main à une nouvelle génération. Depuis cette décision, j'avais commencé à organiser mon départ, à prendre toutes les dispositions au plan personnel et au plan politique. J'avais planifié ma vie après la présidence. J'avais entrepris de relancer les activités de mon institut et de créer la Fondation internationale Alassane Dramane Ouattara, ADO, dont les locaux sont en cours de finition. J'envisageais ainsi de mettre mon expérience en matière économique et de gouvernance au service des pays et des institutions qui le souhaiteraient. Au plan politique, ma décision avait abouti à la désignation, le 12 mars 2020, d'un candidat, chef d'équipe de cette nouvelle génération, de cadres compétents et dévoués, à même de préserver les acquis de notre pays en matière de paix et de progrès. Mais comme le dit l'adage, l'homme propose, Dieu dispose. Les récents événements tragiques, avec le décès du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, laissent un vide au niveau de l'équipe que j'avais mise en place pour poursuivre et consolider le programme de développement économique et social pour lequel vous m'avez fait confiance. Par ailleurs, le calendrier très serré, à peine 3 mois avant l'élection présidentielle. Les défis auxquels nous sommes confrontés pour le maintien de la paix, la sécurité nationale et sous-régionale, ainsi que la nécessité de juguler la crise sanitaire. Le risque que tous les acquis, après tant d'efforts et de sacrifices, consentis par toute la population, soient compromis. Le risque que notre pays recule dans bien des domaines. Tout cela m'amène à reconsidérer ma position. Face à ce cas de force majeure et par devoir citoyen, j'ai décidé de répondre favorablement à l'appel de mes concitoyens me demandant d'être candidat à l'élection présidentielle
du 31 octobre 2020. Je suis donc candidat à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. Je peux vous assurer que cette décision mûrement réfléchie est un devoir que j'accepte dans l'intérêt supérieur de la nation, afin de continuer de mettre sans relâche mon expérience au service de notre pays. Compte tenu de l'importance que j'accorde à mes engagements et à la parole donnée, cette décision représente un vrai sacrifice pour moi, que j'assume pleinement par amour pour mon pays. Par cette décision, je vais aussi prendre le temps d'achever le président. Voilà donc Alassane Ouattara, président de la Côte d'Ivoire, qui s'est exprimé hier à 78 ans, patriarche, c'est vrai, Willy, enfin, patriarche à 78 ans, est-ce que véritablement on peut sortir et blaguer et mentir à Monovision? C'est dommage que ce genre de personnage ait mon âge. C'est vraiment dommage. Parce que M. Ouattara est il y a quelqu'un qui a évoqué la poubelle. Ici, sur ce plateau, je crois que cela convient à M. Ouattara. Vous ne pouvez pas, en tant que chef d'État, dire que vous avez une parole. En tant qu'Africain d'un certain âge, vous dites quelque chose en monovision et quelque temps après, vous venez vous dédire. Alors, à ce moment-là, on doit vous accorder aucune confiance. Monsieur Alassane Dramane Ouattara avait dit qu'il allait passer le pouvoir. Encore que là, on devait se poser la question, est-ce que c'est lui qui passe le pouvoir ou c'est le peuple? Il a dit qu'il passait le pouvoir à la jeune génération. Et le premier X là. Et la jeune génération se résume tel en Côte d'Ivoire à M. Gon Coulibaly. Est-ce que c'est le seul jeune? Selon lui. Donc, si c'est le seul jeune... Gon Coulibaly était-il jeune? De toute manière, 60 ans. il a dit qu'il n'allait pas se représenter, qu'il n'aimerait pas être président à 90 ans. Et aujourd'hui, je ne sais pas, il s'est arrangé avec l'horloge cosmique pour arrêter le déroulement du temps. Ça, c'est vraiment terrible. C'est terrible que l'Afrique ait des gens aussi vils à la tête d'un État comme la Côte d'Ivoire. Cela est un véritable scandale et cela est un véritable crime. Un crime surtout parce qu'il est arrivé au pouvoir sur un tas de morts, dans une vague de sang ivoirien. Et il continue. Il ose dire qu'il prend une décision par amour de la patrie. De quelle patrie parle-t-il? La patrie de M. Alassane Dramane Ouattara, c'est dans son ventre. C'est pas ailleurs. Il ne faut pas sortir de lui. Il y a son ventre et puis les intérêts de la loge du Grand Orient de France. Donc, le président français est membre et lui aussi. Donc, on comprend les liens, j'allais dire, sataniques qui lient les deux personnages. Mais malheureusement, qui perd dans tout ça, c'est le peuple ivoirien. Et c'est pour cela que pour sortir, je continue de dire aux Ivoiriens, qui sont nos frères, que la Côte d'Ivoire devrait avoir un rôle important en Afrique de l'Ouest et ne laissez pas ce rôle à la France. À 78 ans, c'est un âge quand même qu'on peut commencer à s'occuper un peu de ses arrière-petits-fils, arrière-petits-fils. Plus que lui-même l'a dit, il a dit qu'il allait créer une fondation, les travaux étaient en train d'être finalisés. Il a dit un certain nombre de choses, mais il s'est dédié. Il s'est dédié parce que un leader est quelqu'un qui amène le peuple à quelque chose, un idéal, parce qu'il a une vision. À partir du moment où tu as dit, donc, ma vision s'arrête, hein, ce qui est sûr, tu ne peux pas la reconstruire là.
il y a un âge où on ne peut plus se refaire une vision. Pourquoi? Parce qu'une vision s'acquiert lorsqu'on est encore jeune. C'est-à-dire qu'on se dit, ok, on peut faire dans un timing de tant nombre d'années, je peux arriver à tel résultat. À partir du moment où on est arrivé, n'est-ce pas, au bout de ce timing-là, il n'est pas facile de se refaire une vision. Ça veut tout simplement dire quoi? Il voudrait plonger la Côte d'Ivoire dans le chaos. Il faudrait que les Ivoiriens se lèvent. Qu'ils comprennent que ce n'est pas de bon ton qu'ils acceptent cette candidature parce qu'elle ne vient pas pour construire la Côte d'Ivoire mais pour détruire la Côte d'Ivoire. Willy Kak. Je voulais d'abord m'excuser auprès du peuple frère ivoirien parce que M. Alassane Ouattara, en tant que président de la Côte d'Ivoire, est une institution, c'est-à-dire que celle du chef de l'État de la Côte d'Ivoire, qui est un précédent à M. Ouattara, c'est-à-dire qu'il soit là, il ne soit pas là, l'institution chef de l'État de la Côte d'Ivoire va toujours exister. Je voudrais m'excuser, pourquoi? Parce que je vais dire des choses à l'endroit de M. Ouattara qui ne sont pas bonnes, qui ne sont pas dignes pour un chef de l'État, parce que M. Ouattara, c'est un plaisantin. Quand vous suivez le discours de M. Ouattara, c'est une kyrielle de balivernes et de plaisanteries. Vous ne pouvez pas, à l'âge de M. Ouattara, dire je suis, compte tenu de l'importance que j'accorde à mon engagement. Vous avez dit une chose. Au mois de mars. Au mois de mars. Ouais. C'est un engagement que vous prenez sur l'honneur. Ouais. Et vous revenez, moins de 4 mois, vous dédire. Et vous dites que vous accordez de l'importance. C'est aussi un engagement. C'est aussi un engagement. Monsieur Bokolo, qui peut le moins, peut le plus, qui peut le plus, peut le moins. Si vous mentez sur une petite chose, si vous avez une épouse qui est habituée à vous mentir sur un rien, on vient vous dire qu'elle a volé, elle vous dit chérie, je n'ai pas volé. Vous êtes sûr que sur le coup, vous allez croire à votre épouse? Celui qui est fidèle dans les petits choses le sera dans les grands. C'est-à-dire, je le dis simplement, c'est-à-dire qu'elle est habituée à vous piquer vos sous quand vous les avez déposés, elle est habituée à prendre X, Y. Le jour où on vient vous dire que votre épouse a volé, avant, sous le prisme de l'amour et la considération que vous avez pour elle, vous allez d'abord dire que, hey, tiens, c'est de ça qu'il s'agit. Quand M. Ouattara dit par exemple que le risque que notre pays recule dans plusieurs secteurs, que nous. Donc si M. Ouattara, comme il a dit lui-même, que l'on propose, Dieu dispose, venez à mourir maintenant, que Dieu décide de mettre fin à ce jour, la Côte d'Ivoire mourrait. Vous voyez combien M. Ouattara c'est un plaisantin. Quand M. Ouattara dit par exemple qu'il a voulu passer le témoin à la jeune génération, la jeune génération pour lui c'est Gon Koulibaly qui a 60 ans, alors que vous avez dans le même parti un monsieur comme Ahmed Bakayoko qui a 55 ans, qui a pratiquement le même âge que Blé Goudé, qui a pratiquement le même âge que Guillaume Soro. Vous parlez de quoi? Maintenant, vous dites pourquoi M. Ouattara s'est dédié, pourquoi il est revenu sur sa décision. M. Ouattara a peur des représailles, puisque M. Ouattara est impliqué, pieds et mains liés dans la crise post-électorale de 2010. Vous ne pouvez pas dire qu'il y a eu une guerre, on condamne une seule partie dans une guerre qui a opposé deux camps. M. Ouattara le sait, et c'est pourquoi il voulait laisser la Côte d'Ivoire à quelqu'un qui ne ferait pas ressurgir ces vieux démons. M. Ouattara sait que son épouse et les enfants qu'elle a eus hors mariage, qui ne sont pas ivoiriens, ont la même mise sur le cacao ivoirien. Lui déjà qui n'est pas ivoirien, a épousé une non-ivoirienne qui est venue avec des enfants, des bâtards qui ne sont pas ivoiriens, mais j'ai les richesses. Non, je parle français, c'est pas moi qui. Ils ne sont pas ivoiriens. Le bâtard, c'est toi. C'est celui qui ne peut pas justifier la paternité de celui dans le couple dans lequel il est. Si j'ai un enfant. Non, mais il a pour père le mari de sa mère. Le mari de sa mère. Selon le code civil. Ah, le code civil, il n'est pas bâtard. Ce n'est pas les enfants de Ouattara, ils ne sont pas ivoiriens. Je suis africain. Est-ce que vous pouvez retirer le mot bâtard? Je ne retire pas. Je suis un bâtard. Chez nous, quand c'est parti, c'est parti. La balle qui sort du canon ne rentre plus. J'ai dit, ces gens ne peuvent pas venir avoir la même mise, la même base sur le fruit du dur labeur des Ivoiriens. Donc, j'appelle encore une fois de plus le peuple ivoirien. J'ai appelé les Gabonais, ils ont dormi. Omar Bongo a dépénalisé l'homosexualité. Les Ivoiriens, je sais qui dit Ivoirien, dit Camerounais. Vous êtes forts. Il faut vous lever. Il faut dire non à ce pantin, à ce plaisanteur qui veut insulter la démocratie ivoirienne.
Oui, Cyril. Oui, je voudrais avoir une pensée compatissante à l'endroit de M. Ouattara. En 2 minutes, parce qu'on va passer. Voyez-vous, lorsque l'apôtre parlait, j'ai eu comme un pincement dans le cœur et à la suite, Willy Cac a davantage enfoncé le clou. Vous savez, vous pouvez avoir affaire à un malade psychologique, émotionnel, et puis vous continuez à lui administrer des coups au lieu de lui administrer des soins. Le pauvre Ouattara. Je pense que Ouattara, peut-être ça va m'amener à être un peu plus compatissant dans mon discours maintenant. Ouattara se trouve dans une situation de troubles mentaux. Lorsque vous observez Ouattara, je ne sais pas si vous avez bien fait une étude, la posture, vous avez l'impression qu'il veut même pleurer, vous avez l'impression que son épouse lui a dit, mon cher ami, tu ne peux pas te permettre cela, je veux encore rester première dame, ainsi de suite. C'est un monsieur qui a subi beaucoup de pression. Même dans sa manière de prendre position, il est aujourd'hui sur A, demain il est sur B, après demain il est sur C. Vous avez l'impression qu'il ne décide pas de lui-même et qu'il rend compte à plusieurs personnes à la fois. Il veut les contenter tous. Monsieur Ouattara, j'ai la nette impression, au regard du discours, observez la mine du monsieur, il a même perdu du poids. En fait, c'était un monsieur, à la vérité, qui était éploré. Asphyxié même. Asphyxié. Il se dit, mais ces gens-ci finalement m'envoient mourir parce qu'à la vérité, je ne peux plus. À la vérité, Ouattara n'était pas destiné à être président. Ouattara, c'est un technocrate, c'est quelqu'un qui est fait pour être un conseiller de président. Parce que sur ce plan-là, c'est un monsieur très intelligent. Mais maintenant, en tant que leader, il a beaucoup de lacunes. Il n'arrive pas à rassembler. Donc, j'invite les différents analystes à être un peu compatissants à l'égard de ce monsieur qui, à la vérité, risque mourir au pouvoir en voulant s'agripper. S'il parviendra même à gagner la prochaine élection, parce que je puis vous dire, il a davantage amené ses adversaires à se radicaliser et à se regrouper autour d'un principe, tous. Cyril Edigué, on vous retrouve dans le temps pour nous de prendre la publicité et puis la revue des unes. A tout de suite. Is it possible to have a credit card that can allow you to do some transactions from any ATM? With Vision Finance Card, it is now possible. Bank cards from Vision Finance, Ayon, Esingang, Diamond, and Asimba are linked to your account. They all have a weekly withdrawal limit. But the most interesting thing is, with the sharing and pooling of GMAC, you can carry out your transactions at the ATM of any partner bank in Cameroon and within Central Africa. With Vision Finance portfolio of bank cards, your bank is in your pockets. Vision Finance, l'avenir dans la finance. Est-il possible d'avoir une carte bancaire qui permette d'effectuer des opérations dans n'importe quel distributeur? Avec la gamme des cartes de Vision Finance, c'est désormais possible. Les cartes de crédit de Vision Finance, Ayon et Singang, Diamond et Asimba sont rattachées à votre compte courant et accessoirement à votre compte d'épargne. Elles ont toutes un plafond hebdomadaire de retrait. Mais le plus intéressant, c'est qu'avec la mutualisation du GMAC, vous pouvez effectuer vos opérations dans n'importe quel distributeur de banques partenaires au Cameroun et dans toute l'Afrique centrale. Avec la gamme de cartes de Vision Finance, votre banque est dans votre poche. Vision Finance, l'avenir dans la finance.
Rentrée académique 2020-2021, IFTIC Sup lance son premier concours le 28 août 2020 au campus de Kolanga à Ouaescalier Yaoundé. À IFTIC Sup, vous obtenez une licence professionnelle ou un master dans les filières suivantes: télécommunications et réseaux, management des systèmes d'information, sécurité des systèmes numériques, finance et comptabilité, gestion de l'entrepreneuriat, comptabilité, finance et audit, vente et négociation commerciale, gestion des ressources humaines, administration publique, marketing. Vos dossiers sont attendus jusqu'au 27 août 2020. Plus d'infos au www.ifticsup.net. L'IAI Cameroun, Centre d'excellence technologique Paul Biya lance son concours le 17 août 2020. Ce concours va se dérouler en 2 modes, en présentiel dans les différents centres d'études ou en ligne. À vous de choisir. Téléchargez la constitution du dossier et les conditions d'accès direct de votre candidature au www.iaicameroun.com/concours/6 IAI Cameroun. Date limite de dépôt des dossiers en ligne le 14 août. Date du concours le 17 août 2020. L'IAI Cameroun forme les élèves ingénieurs en travaux informatiques option génie logiciel, système et réseau et software engineering avec une possibilité de continuer en master informatique et en ingénieur de conception en informatique, des diplômes français. Retour dans ce studio, on va prendre la revue des unes comme chaque matin. On commence par Info Matin qui est en kiosque ce matin. Le quotidien nous parle de magistrature, remaniement. On peut lire dans les secrets de l'agenda du président de Mvomeka où il s'est retiré depuis le 25 juillet pour travailler dans le calme et la discrétion. Le chef de l'État effectue tout seul les dernières vérifications avant la grande redistribution des cartes vers un tsunami dont peu de personnalités survivront. Se questionne le quotidien Info Matin de ce matin qui nous alerte sur un scandale financier à Mbam, des élites de la localité dont le coup nous apprend le journal de Dieudonné Mveng ce matin. Un autre journal, le quotidien Presse, est en kiosque ce matin, parle de prévention des dérives dans l'acquisition et la gestion du patrimoine de l'État de Minfopra outillé, nous apprend la République Presse de ce matin. Un autre journal, le quotidien, est en kiosque ce matin, nous informe que 23 mères sont à l'école à Nkoten. Pour savoir, il faut lire et acheter le journal ce matin. Le quotidien à Capitole Public Cameroun Tribune est en kiosque ce matin. On peut lire lutte contre le coronavirus, des chiffres qui rassurent. À lire absolument dans Cameroun Tribune de ce matin. Et Singan est en kiosque, parle de la boucle Laléquier. Les députés demandent des comptes au MINTP. Le chef de l'État Paul Biya a promis cette route devant faire le tour des arrondissements du département en 1992. Un projet jamais concrétisé par ses collaborateurs sectoriels successifs et pour lequel des élus à la représentation nationale sont allés voir le ministre des Travaux publics à lire ce matin. Un autre journal, Mutation, est en kiosque ce matin, parle du Conseil supérieur de la magistrature, manœuvre enrôlée, le titre bat la une du quotidien Mutation de ce matin. Un autre journal, Le Jour de Aman Mana, est en kiosque ce matin. À propos d'une rébellion dans la Damawa, le journal fait le décryptage d'une vidéo annonçant un mouvement insurrectionnel. Et puis, on peut lire en bas, un petit une, jusqu'où tolérer les églises de réveil. Se questionne le journal ce matin. La crise du Covid-19 révèle des aspects obscurs de certains cultes. Enquête du journal Le Jour qui est en kiosque ce matin. Le quotidien Le Messager de Feu Pius Ndjaoui est en kiosque. Devoir de mémoire, on peut lire l'héritage de Douala Mangabel en péril. Mort par pendaison le 8 août 1914. Le legs de ce héros du nationalisme peine à féconder les nouvelles capacités créatrices du régime pour faire face aux défis majeurs du pays aujourd'hui. À lire en page 6
et 7 du journal Le Messager qui est en kiosque ce matin. La nouvelle qui est en kiosque parle de séquestration imaginaire en nous proposant le film du feuilleton Sismondi Balef Bichoka, à lire en page 3 de ce journal. Et puis Serail, que cache le report du Conseil supérieur de la magistrature, s'interroge la nouvelle ce matin. Repère est en kiosque. Au examen officiel, Nalova Lyonga renforce les mesures barrières, c'est-à-dire dans ce journal Repère qui est en kiosque ce matin. Et puis, on va terminer avec Le Temps qui parle de l'ENAM, le temps de la quiétude, à lire en page 2 de ce journal. Et puis Société, la grande messe de l'ACNU le 29 août à Yaoundé, nous en prend Le Temps ce matin. C'était tout pour la revue des Unes. Merci à l'équipe technique. On vous retrouve, mais avant, on va prendre quelques messages parce qu'on en a tellement, cher Patriarche, je vous en prie. On va y aller très très rapidement. Bonjour à toute l'équipe d'Info TV. Félicitations à monsieur Kak de n'avoir pas retiré sa parole et bon courage. Ce que Ouattara a fait en Côte d'Ivoire est-il moins grave que ce que monsieur Kak a dit? Africains, arrêtons le politiquement correct. Narcisse depuis Douala qui nous envoie ce message. Bonjour monsieur, je suis opérateur économique béninois. Je vous félicite beaucoup pour votre travail, pour l'essor de l'Afrique. Surtout, j'apprécie beaucoup vos différentes analyses sur la Côte d'Ivoire. Merci. Ça vient du Bénin. Merci à tous ceux-là qui nous regardent de ce côté-là. Un autre message. Bonjour au panel. J'ai le regret de constater vos invités ont des mémoires courtes. Le président Ouattara, lors du choix de Feu Koulibaly, avait précisé au cas où les anciens se représenteraient, il pourrait revoir sa position. Monsieur Bekolo, je vous respecte, mais vos analystes sur le plateau sont des plaisantins qui pensent donner des leçons à un grand homme alors qu'ils sont incapables pour l'heure, ils sont médiocres. Mohamed de Yaoundé. On a décidé de lire tous les messages, mais on ne répondra pas à ces messages. Tout à fait. Bonjour également à vous. Ça nous vient du Bénin. Mohamed. Bonjour le plateau. Je n'ai jamais compris pourquoi les Camerounais se passionnent tant pour les problèmes politiques de la Côte d'Ivoire et surtout dans la critique. Nous n'arrivons pas à balayer devant notre maison Cameroun qui ne se porte pas mieux que la Côte d'Ivoire. J'ai envie de dire que vous avez mieux à faire et beaucoup à critiquer chez vous où malheureusement on constate que tout va à volo. Martin René du MRC à Douala qui nous envoie ce message. Je ne sais pas s'il est du MRC. Je ne suis pas régulièrement les Bonjour. Missions. Hier, on parlait de quoi? Des ex-employés du chantier naval. Ce n'est pas la Côte d'Ivoire. D'accord. Bonjour, je vais lire les messages, Willy. Dites au Guignol sur le plateau d'avoir un peu de respect pour le président Ouattara. Je ne crois pas qu'il soit des amis Ibrahim qui le dit. Il revient le jour que des personnes dans un autre pays insulteront le président Biya. Ne vous plaignez pas. Monsieur Bilois, aussi, si tu es un patriarche, regarde la caméra, dis-nous si le président Biya ne nous a jamais menti pour ta mémoire. Le Cameroun n'ira jamais au FMI, le Cameroun ne sera prêt le jour dit, je prends personnellement l'engagement. Bonjour Info TV. Je vais répondre à celui-là. Voilà. Il faut que les Camerounais sachent pourquoi on est allé au FMI. Vous allez répondre, Patriarche. Bonjour, Info TV est une grande chaîne de télévision. Et si vous ne changez pas de critères de choix de vos invités, vous allez nous perdre comme auditeurs. Vos invités ne valent pas la peine. Meigara Ibrahim qui nous envoie ces messages. Maintenant, vous répondez parce que je voulais parler. Je réponds. Écoutez, quand nous disons collaborateur du président, voici pourquoi le Cameroun est allé au FMI. Effectivement, nous ne devions pas aller au FMI. Et il se trouve que le président Biya se déplace, il va à Douala. Et là, il est contacté par les opérateurs économiques qui lui disent, Monsieur le Président, regardez la hauteur de la dette intérieure. Comment voulez-vous qu'on fonctionne? Il faut qu'on nous paye. Il se tourne donc vers ses collaborateurs. Et un de ses collaborateurs est aujourd'hui secrétaire général du comité central du RDPC. Il leur demande, est-ce que je peux donner suite à cette demande? Ils disent oui. Et c'est ce que le président fait. Mais malheureusement, il se passe ceci.
Si Bokolo a 3 factures, ce brigand multiplie ça par 2, ça fait 6 factures. Celui qui a 2, il se retrouve avec... Ils ont comme ça, en quelques mois, pillé les caisses du Cameroun, et la seule sortie possible pour le Cameroun, c'était d'aller au FMI, parce qu'on n'avait plus rien du tout. Voilà des gens qui parlent. J'ai dit, pour avoir le niveau de culture de Biloa ici, il faut se lever tôt. Merci, Patriarche. Bonjour, M. Ouattara a simplement répondu à l'appel du peuple. C'est la politique à l'africaine. Il est le patriarche de la danse Bafia. Est-ce qu'il est le seul Ivoirien? Arrêtons ça. On ne peut pas se comporter comme ça. C'est un crime contre les Africains et les Ivoiriens en particulier. Un chaleureux bonjour à mon grand-père Biloa, à ici Anselme Gaspard, Bagno, depuis Bagno, qui nous envoie ce message. Un autre message. Bonjour, le plateau. C'est quoi ce pays où ces présidents qui choisit les candidats? À quoi sert le parti? Vu son discours, il se croit vraiment irremplaçable. Que Dieu vienne en aide à la Côte d'Ivoire. Éléonore depuis le Bénin qui nous envoie ce message ce matin. Bonjour le plateau, soyons sérieux, un chef d'État a le devoir de tout vérifier. Ce sont les collaborateurs qui demandent au chef d'État de ne pas aller au Nozo, rassurer ses citoyens, de ne pas aller au nord pendant que Boko Haram décime son peuple. Hubert de Port-Gentil au Gabon. Il pose la question. On va vous mettre le président du Cameroun, vous direz faire la campagne au Nozo. Voilà la boucle de la Léké. C'est une promesse du chef de l'État aux populations à la Léké. Elle n'est toujours pas tenue. Bonjour à tous. Nous devons être impartials. Vous parlez de personnes voulant manifester. Parlez aussi des personnes voulant qu'ils se présentent. Tous les Ivoiriens ne veulent pas qu'ils partent. Et pensez à nous, les Camerounais résidant dans ce pays. Vos positions radicales et partiales nous exposent. Tous les Camerounais ne sont pas anti-ados. Prière de penser à nous. En 2010, nous avons subi les frais des positions tranchées de certains Camerounais. Vous ne devez pas faire d'appel à manifestation sur un plateau de télévision. Docteur Félix depuis Abidjan qui nous envoie ce message. Il n'y a pas la place dans ton village ce matin. Vous faites quoi en Côte d'Ivoire? Bonjour le plateau, j'apprécie énormément l'orientation de votre débat sur ce scandale que vient de poser le chef de l'État ivoirien en annonçant sa candidature. Tirbus Ougouérou, je pense que je vais... Ougou Chérou, professeur de philosophie des lycées et collèges depuis le Bénin. Merci à vous qui nous regardez hors du Cameroun. On va revenir sur ces messages. Comment comprendre aujourd'hui le revirement de Ouattara? Oui, je vais revenir à vous. Je voudrais dire au peuple ivoirien qui nous écoute, Dieu merci, on a la chance de savoir qu'il nous écoute de ce côté-là. Martin Luther King disait que le plus grand mal n'est pas le mal qu'on fait, mais c'est le silence qu'on garde face au mal. Il faut à un certain moment que certains Ivoiriens qui encouragent des choses sachent qu'à la vérité, c'est celui qui châtie bien qui aime bien. Si nous parlons ainsi de M. Ouattara, si nous faisons une analyse pratiquement entre guillemets acrimonieuse à l'égard de M. Ouattara, c'est à cause de l'amour que nous avons pour l'Afrique et particulièrement pour la Côte d'Ivoire. Et c'est même parce que nous aimons tellement M. Ouattara et que nous souhaitons qu'il sorte de là par la bonne porte, qu'on appelle à la manifestation ou pas. La vérité, c'est que la décision de M. Ouattara va certainement lui être très désavantageuse. Il est clair que la société civile ivoirienne ne va pas l'admettre. Il est clair que les partis politiques ne l'admettent même pas. D'ailleurs, le président Bédié a fait une sortie où il a clairement dit que la candidature de M. Ouattara serait illégale. Donc, ce ne sont pas les Camerounais, chers compatriotes, vous qui êtes en Côte d'Ivoire, ce ne sont pas les Camerounais qui appellent M. Ouattara à prendre conscience. Il s'agit là d'un appel à
à l'amour de la patrie, à l'amour des Ivoiriens. Voyez-vous, il faut privilégier l'intérêt général par rapport à l'intérêt et par rapport aux intérêts égoïstes. Il est clair que lorsqu'on observe M. Ouattara, il se trouve dans une situation d'insécurité. Il a peur de laisser le pouvoir parce qu'il a peur qu'on lui fasse exactement ce qu'il a fait aux autres, la répression tous azimuts. Devrais-je rappeler à mes frères ivoiriens qu'en ce moment, l'un de leurs compatriotes est victime non seulement d'une répression incroyable, parce qu'en ce moment, Guillaume Soro est en France, en exil, mais pratiquement toute sa famille, tous ses frères qui travaillaient pour M. Ouattara sont en prison. Est-ce que vous continuez à dire que c'est une bonne chose? Écoutez, nous, ce que nous faisons, c'est, j'ai lu sur votre statut, vous êtes un porteur de lumière, c'est-à-dire que vous illuminez. Notre objectif, c'est d'essayer de dépoussiérer, ou alors, si vous voulez, d'illuminer l'environnement politique tant en Côte d'Ivoire qu'en Afrique. Il me semble aujourd'hui que même M. Ouattara, au fond de lui, c'est que le virage qu'il a pris est très dangereux, non seulement pour lui, mais également pour la Côte d'Ivoire. Il faut bien qu'il laisse les gens comme les grands acteurs politiques comme Gbagbo revenir en Côte d'Ivoire pour construire ce pays. À la vérité, M. Ouattara n'a plus l'énergie. L'énergie pour diriger la Côte d'Ivoire, l'énergie même pour réconcilier les Ivoiriens avec la Côte d'Ivoire, entre les Ivoiriens et même avec l'Afrique. Vous allez observer que il y a un Béninois qui a apprécié nos analyses ici. Dans tous les pays, il y a toujours des turiféraires, des personnes qui, même quand vous faites mal, vous applaudissent parce qu'ils trouvent leurs intérêts. Donc, M. Ouattara aura toujours quelques petites personnes qui ont perdu, qui ont sacrifié la conscience et le patriotisme sur l'autel des égoïsmes. Il faut absolument que M. Ouattara prenne une décision courageuse. Et en ce moment, s'il est poursuivi par les autres, nous reviendrons ici pour dire qu'il n'est pas normal que les autres fassent les mêmes erreurs que lui. C'est la même question, hein, Maurice. Comment comprendre ces revirements de Ouattara? Oui, vous savez, lorsqu'on a commis beaucoup de bévures, il est fort possible que lorsqu'on regarde dans le rétroviseur, on se rend compte, n'est-ce pas, des ennemis qu'on s'est fait, hein, et de tous ceux des soubresauts qui peuvent, n'est-ce pas, être engendrés par rapport à ce qu'on a commis, hein, comme acte, et qui peuvent revenir sur nous. Vous savez, le monde fonctionne avec ce qu'on appelle la loi de karma, la loi karmique, c'est-à-dire la loi de cause à effet. Ce que vous avez fait aux autres, on va vous le faire. Donc, en principe... Dis-leur simplement, pour se faire entendre, que tu plantes le manioc, tu récoltes le manioc. Exact. C'est une loi divine. C'est une loi naturelle. Voilà. Alors, le président Ouattara est en train de vivre quelque chose, une psychose actuellement. C'est-à-dire que quelque chose qui lui fait mal d'avoir peut-être posé des actes sous l'onction de la France et autres, par exemple, pour déloger le président Gbagbo, et puis chasser Guillaume Soro et les autres de la Côte d'Ivoire, tels que nous sommes en train de le décrire là tout à l'heure. Vous voyez que s'il part du pouvoir maintenant, il aura des situations difficiles à gérer après qu'il soit parti. Pourquoi? Parce que la vengeance le poursuivra. Bon, maintenant, si les autres ne peuvent pas comprendre ça et que nous le comprenons, hein, il faudrait qu'ils réfléchissent d'une autre manière. Il y a une autre façon de penser la politique, de penser par exemple les lois d'une république. Par exemple, dans la manière de traiter un ancien chef d'État. C'est-à-dire que si les choses sont bien organisées de cette manière, il peut partir du pouvoir aisément. Et puis, je me dis, quand on arrive à un stade d'âge, il y a des choses qu'il ne faut pas se permettre. Lorsque nous avons souvent vu ici, lorsqu'on parle d'appel à la candidature dans notre pays qui est le Cameroun, nous voyons d'abord le peuple qui se mobilise dans toutes les 10 régions du Cameroun pour demander au président de la République de se présenter. Et parfois même, je me rappelle lors de la dernière élection, le chef de l'État n'était même pas le premier candidat.
à l'élection présidentielle. Le tout premier candidat, c'était mon oncle, Bobo de Kokomo Saint-Forêt. C'est-à-dire qu'on ne le connaissait même pas. C'est-à-dire le chef de l'État, le président du IA, c'est sa candidature est venue après. Peut-être même la troisième. Vous voyez? Pourquoi? Parce qu'il fallait qu'il démontre à suffisance que non. Ce qu'il fait, c'est parce que le peuple l'y a amené. Bon, maintenant, quant au président Ouattara qui décide déjà même de choisir son dauphin, c'était une erreur. C'est une erreur très grave. C'est-à-dire que sur le plan de la démocratie, ça ne va pas. J'ai suivi une interview du président Biya quelque part, il disait que l'idée d'avoir un dauphin n'est pas démocratique. Et puis, quand tu as dit c'est elle qui va à ma place, alors que il y a tout un parti politique qui doit décider, n'est-ce pas, de son candidat. Il y a un problème, non? Et puis maintenant, après tout ça, l'autre meurt, il nomme un président, non seulement un premier ministre qui est en même temps ministre de la Défense. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas un Ivoirien qui pouvait être ministre de la Défense et l'autre premier ministre? Non, parce qu'à ce moment-là précis, les États-Unis ont monté le son, la voix, si vous voulez, pour dire que la Côte d'Ivoire est devenue un État narco. Alors, et c'est ce type qui est à la tête de la drogue en Côte d'Ivoire. Il faut donc lui donner les moyens de se défendre. Voilà pourquoi. Et vous voyez donc, pour chuter, vous voyez donc que lorsque nous sommes donc face à une situation comme celle-là, vous voyez par exemple quelqu'un qui est Premier ministre et ministre de la Défense, c'est une façon de lui donner toutes les armes. C'est-à-dire que sachant que non, on lui fait une proposition là-bas en posant les tares ou alors les dossiers qui l'accablent par lesquels on peut le poursuivre, en lui disant ok, on te donne ceci, mais sache que si tu t'amuses, on va te faire ça. Ainsi de suite. Donc maintenant, il peut s'auto-proclamer candidat parce qu'il sait qu'il s'entoure, n'est-ce pas, de cette défense-là et de tout ce que on peut citer. Merci, Je vais vous donner la parole. Je voudrais dire une chose. Il y a des gens qui écrivent là pour relayer les positions d'une certaine ambassade à Yaoundé. Nous leur disons, messieurs, chaque jour nous avons un sujet précis. Pourquoi voulez-vous que parlant de la Côte d'Ivoire, on parle du Cameroun? Nous avons choisi ce matin de parler de la Côte d'Ivoire. Et ceux qui sont c'est une actualité brûlante. Et ceux qui sont assez honnêtes connaissent que sur ce plateau, nous ne donnons pas du lait au gouvernement, au régime camerounais. Non, quand c'est mauvais, on critique. Et pourquoi voulez-vous qu'on ne critique pas? Parce que dans une certaine ambassade, on a dit à l'autre, toi téléphone, toi écris. On le sait. D'accord. Monsieur Bokolo, je voudrais simplement vous inviter à suivre ceci. Ça, c'est les propos de monsieur Alassane Dramane Ouattara en 2017. Il s'agressait ainsi au président Robert Mugabe. Il faut que le président du Zimbabwe quitte ses fonctions dans la dignité. Les temps ont changé. Le président Mugabe est un combattant. Une personnalité qui a consacré sa vie à la libération de son pays, de la colonisation. Mais le monde a changé et ce qui se passe au Zimbabwe doit interpeller tous les hommes politiques à affirmer le chef d'État ivoirien. Ça, c'est un conseil qui donne au président, Robert Mugabe. Mais écoutez, lorsqu'il prend sa première décision, la première décision de laisser le pouvoir, voici ce que dit Emmanuel Macron. Je salue la décision historique du président Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, homme de parole et homme d'État, de ne pas se présenter à la prochaine élection présidentielle ce soir. La Côte d'Ivoire donne l'exemple. Ça, c'est ce que Macron dit ce jour-là. Voici ce qu'il dit. Voici ce qu'il dit après. Je voudrais... Il dit... Il change. Cette fois-ci, il dit ceci. Il dit, pour maintenir la paix en Côte d'Ivoire, je salue cette décision historique du président Alassane Ouattara de se présenter aux élections du 31 octobre 2020. Voyez-vous, on a l'impression que nous sommes, cette génération de Verseau nous inquiète un peu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on dit une chose, demain, on dit autre chose. Le président français dit que pour maintenir la paix, donc la présence de Ouattara seule suffit pour maintenir la paix en Côte d'Ivoire. Vous voyez donc là qu'on est dans une situation très compliquée pour la Côte d'Ivoire. Ouattara répond vraiment à l'appel du peuple de ses concitoyens, comme il a mentionné dans le discours tout à l'heure.
Le peuple est dans une salle. Le peuple c'est qui? Le peuple c'est qui? J'ai entendu des gens, des murs et des vertes et des pas mûrs dans les messages des téléspectateurs. Je voudrais déjà dire aux Camerounais qui est à Abidjan. Moi, j'étais à Abidjan. Le peuple de Côte d'Ivoire, c'est un peuple frère. Et c'est les histoires que vous racontez. Moi, je suis arrivé en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Aujourd'hui, je peux aisément communiquer avec un Ivoirien, même dans leur argot. Parce que je me souviens, en 2002, on portait des bracelets. Si vous connaissez quelqu'un qui était dans ce pays en cette année, il vous le dira. On portait les bracelets quand vous n'étiez pas ivoirien. Et je sais que ce que les Ivoiriens redoutaient, c'était les Burkinabés. Ils avaient un problème particulier avec les Burkinabés. Jamais je n'avais été inquiété. Je suis parti de mon propre chef parce que les objectifs que je m'étais fixés, je ne les avais pas atteints. Donc laissez les histoires du genre, ce que nous allons dire ici aura des répercussions sur vous. C'est que vous n'êtes pas en Côte d'Ivoire. Dites à vos frères où vous êtes. Si c'est en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire que je connais là, vous n'avez rien à craindre. Maintenant, l'autre chose que je voudrais dire, j'ai entendu des gens dire que je devrais respecter M. Ouattara en tant que président. Je pense que je parle français. Je me suis excusé envers le peuple français. Envers le peuple ivoirien. Le peuple ivoirien, pardon. Et pour dire, je n'insulte pas l'institution chef de l'État de la Côte d'Ivoire. Je parle à M. Ouattara intuité personne et non qualité. Parce que M. Ouattara a malheureusement cette double qualité-là. Il est M. Ouattara, la personne Ouattara, il est M. Ouattara, le président Ouattara. Quand vous me interrogez sur la question de savoir s'il a véritablement répondu au peuple, quel est le baromètre de communication du peuple? Sur le plan de la démocratie, nous avons quoi? Les référendats. Dans son propre parti, le RHDP, est-ce que M. Ouattara a mené des consultations pour interroger ses pairs du RHDP pour savoir si ils pouvaient avoir leur caution pour se présenter? Ce n'est pas le cas. Si déjà au sein de sa propre chapelle, il a joué les dictateurs, je voudrais vous rappeler qu'il y a une bonne frange des militants et même des membres du comité politique, du comité exécutif du RHDP qui sont contre lui. Maintenant, le peuple, est-ce que M. Ouattara a consulté le peuple? Non. Cette histoire où on pense que on va réunir un groupuscule de personnes affamées, on leur donne un peu d'argent pour avoir la soupe, ne serait-ce que pour un jour, pour un week-end, et on se dit que c'est le peuple qui a parlé, c'est faux. Quand je suis les propos de Cyril, quand il évoque Macron, mais est-ce que vous connaissez un Français, chef de l'État, qui est véritablement l'ami de l'Afrique? Jamais. Jamais, moi je n'en connais pas. J'en connais pas. En 2003, les gens qui me demandent d'aimer Ouattara, là, je ne peux pas aimer quelqu'un qui pactise avec les Français. L'un des grands présidents français a dit quoi? C'est De Gaulle. Qu'il n'y a pas d'amitié. En politique. Alors, en 2003, je voudrais rappeler à ces Ivoiriens peut-être qui ont oublié leur histoire. Mohamed qui parle là, toi tu as Yaoundé, tu ne connais même pas l'histoire de la Côte d'Ivoire. Moi je te parle de la Côte d'Ivoire, je connais. En 2003, les soldats français sur le pont Houphouët-Boigny ont tiré à balles réelles sur les jeunes patriotes. Et c'est ces Français qui ont aidé Ouattara à renverser Gbagbo parce que Gbagbo a refusé que le palais de la nation à Cocody, à Abidjan, continue d'être la propriété des Français. Est-ce que vous savez que l'État ivoirien loue le palais de la nation, qui est la résidence du chef de l'État à l'ambassade de France, en Afrique? Donc à Yaoundé, Paul Biya loue le palais de Toudi du Cameroun aux Français, chez les Français. C'est-à-dire que les Français sont les bailleurs de Paul Biya. Et vous voulez que moi, Willy Kak, je vienne faire le baiser sur la bouche à quelqu'un qui trahit le peuple ivoirien, qui trahit l'Afrique? Vous savez combien de personnes sont tombées pour que la Côte d'Ivoire soit ce qu'elle est aujourd'hui et que du jour au lendemain, les affidés de la France, quelqu'un qui n'est même pas d'abord ivoirien, par exemple, c'est un Ivoirien qui vend la Côte d'Ivoire aux Ivoiriens, on peut comprendre. Mais son petit frère était ministre au Burkina Faso. Moi, j'étais en Côte d'Ivoire. Personne ne peut vous montrer le village de Ouattara en Côte d'Ivoire parce qu'il n'est pas ivoirien. Moi, je suis un frère des Ivoiriens. Et je dis aux Ivoiriens, levez-vous. Ici, là, j'ai la casquette de journaliste, là, mettez ça de côté. C'est un Africain
C'est un panafricaniste qui parle. Merci William. On va prendre les messages, il y en a tellement. On va prendre quelques minutes, excusez-moi. Bonjour le plateau. Vraiment, c'est déplorable pour l'Afrique francophone. J'apprécie beaucoup les interventions de vos invités. Je suis de plein cœur avec eux. Il est temps que les Africains comprennent que la France est la source de notre souffrance. Jetons un coup d'œil dans les pays anglophones. C'est dommage. Cela nous vient du Bénin, ce n'est pas signé, mais bon, l'indicatif montre que ça vient du Bénin. Bonjour à vous le plateau. Je ne vois pas pourquoi tous les panélistes tirent à boulet rouge sur Alassane Dramane Ouattara. Ce monsieur, en 10 ans, a transformé la Côte d'Ivoire. Il a fait ce que M. Biya n'a pas pu faire en près de 40 ans. Il ne le fera même pas, si oui, donnant 100 ans de pouvoir. Regardez le salaire des fonctionnaires en Côte d'Ivoire et celui des Camerounais. C'est le jour et la nuit. Appelez les Camerounais à chasser M. Biya et non Ouattara. Je suis pour la continuité et la stabilité, le développement de M. Ouattara. Et M. Ouattara incarne cela. Notez bien, il n'est pas plus vieux que Biya. Mwandoa depuis Ambam qui nous envoie ces messages. Merci pour votre participation et contribution. N'ayez aucune crainte car l'Afrique est indivisible et c'est la seule manière aujourd'hui pour décourager nos dirigeants afin de donner les notes de noblesse à une Afrique qui a trop souffert. C'est notre ami du Bénin qui revient. Bonjour le panel. Je veux juste demander à M. Kak et aux autres où est passé cet homme qui avait dit être grand homme est un exemple pour les autres chefs d'État d'Afrique, particulièrement ceux de l'Afrique centrale. Les faits et gestes de Ouattara montraient à suffisance qu'il s'apprêtait à briguer un troisième mandat malgré qu'il ait dit qu'il faille laisser le pouvoir à la jeune génération. C'est maintenant aux Ivoiriens de le sanctionner, non pas en descendant dans la rue, comme semblent dire certains de vos panélistes, mais en votant pour un autre candidat à la tête de l'État en octobre prochain. Merci Rama depuis Antananarivo qui nous envoie ces messages. Merci à tous ceux qui nous regardent de ce côté-là. Bonjour, c'est David depuis le Gabon. Ouattara vient de montrer la vraie image des chefs d'État africains. En réalité, rien ne surprend la décision de ce monsieur. Aujourd'hui, Ouattara est considéré comme le pion de la France en Afrique subsaharienne. Cette décision peut ramener le spectre en Côte d'Ivoire et cette fois, ça sera un véritable chaos. On dirait on doit le retirer de la médiation à la crise malienne car il n'est pas digne. Mais c'est la France qui veut qu'il y soit. C'est la France qui veut qu'il y soit. Il faut rappeler déjà que pourquoi Macron a changé de discours? Tout simplement parce que l'écho tel que voulu par Macron ne peut exister que avec le concours de M. Ouattara. C'est pour ça qu'il veut faire de M. Ouattara le tout-puissant de la sous-région Afrique de l'Ouest. D'accord, merci. Il faut le doigt dans l'œil jusqu'au coude parce que tant qu'on a mis le Nigeria dans cette affaire, or le Nigeria pèse 70% du PIB de toute la zone. L'Afrique de l'Ouest. Et quand le Nigeria dit non, ça ne peut pas marcher. D'accord. Et permettez que je poursuive la lecture de ces messages. Salut, c'est Koumonde depuis le Bénin. Je tiens à vous remercier pour votre émission. Bon courage pour l'éveil des consciences et que Dieu vienne au secours de la Côte d'Ivoire car on est en train de se diriger vers une nouvelle crise. La Côte d'Ivoire est une vieille poudrière, nous envoie notre ami du Bénin. Pourquoi vous les Camerounais, vous voulez forcément créer la Tchénli en Côte d'Ivoire? Vous avez une poudre dans vos yeux et c'est l'épine qui est dans l'œil de l'autre que vous voulez que vous voyez. Arrêtez vos conneries car vous devenez chiant. Merci, mais vous n'assumez pas votre message. C'est désolant quand même de ne pas assumer vos messages. Il faut les signer, même si c'est avec un nom d'emprunt. Bonjour, je soutiens votre argument du fait que Ado a peur d'être poursuivi par la Cour pénale internationale. S'il laisse le pouvoir, ainsi que ses collaborateurs, merci d'en parler. C'est dans quel pays où l'on peut plus exprimer son ras-le-bol
Olivier depuis Abidjan qui nous envoie ce message. On va prendre les SMS parce qu'on ne les a pas évacués. On était avec WhatsApp. Hein. Permettez, hein, c'est important, Willy, d'aller... allez-y, monsieur. Je vous ne l'empêche pas. D'accord. Merci. Salut, c'est faux. Il est bon de dire la vérité. C'est Franco. Je ne connais pas, je ne sais pas pourquoi. C'est faux. Qu'est-ce qui est faux? Que Ouattara ne se présente pas? Je ne crois pas et je ne pense pas. Voilà, un autre message. Bonjour à vous le panel. La candidature de Ouattara est une imposture démocratique que le peuple ivoirien porte plainte à la France car c'est elle qui a donné le pouvoir. Il prépare un autre bain de sang. Il compte sur la base militaire Licorne. Monsieur Mbida de Yaoundé, bonne émission. Merci à vous. Willy Kak, attention. Willy Kak et son patriarche, deux présidents de Bongo, trouvent la gestion d'un pays de Bangos, président de Bangos, c'est pas trop. Je vois Bongos, trouve la gestion d'un pays très facile. Heureusement que Dieu ne leur accorde que des jérémiades belles depuis Douala. Tu as compris quelque chose, toi? Franchement. Le président de Bangos. De Bangos ou de Bongos, je comprends pas. Mais c'est très Bongos. Bonjour, Info TV, s'il vous plaît, pourquoi votre patriarche là est toujours en train de parler des sectes, loges et autres, et qu'il change de disque comme des Bolova? Peut-être que... Tu es adepte, alors on te comprend. Merci. Bonjour le plateau, je ne connais pas la Côte d'Ivoire, je n'y ai jamais été, mais une chose qui me marque chez les Ivoiriens, c'est qu'ils sont tous bons comédiens. Émile Dessos. Ça ne fait pas aller. Hein. Bonjour. Aujourd'hui, les Camerounais sur un plateau choisissent un président pour la Côte d'Ivoire. Quand les autres se sont prononcés sur le président camerounais, on a créé la souveraineté. Mais ça n'est pas signé. On a un problème. Bonjour, Monsieur Ouattara est d'un cynisme méphistophérique. Il savait que Koulibaly, malade, allait mourir. Il a même précipité pour se forger un alibi, car il y a bien d'autres compétences dans cet État ivoirien. Merci, le message n'est pas signé. Bonjour le panel, on va prendre celui-ci. Moi j'ignore pourquoi vous êtes... On ne peut plus... C'est très long. Très long. Très long. Très long. Merci. Bonjour, dites à ce monsieur en chapeau large bord que Sarkozy, de nationalité hongroise, a dirigé la France où Fouette-Boigny n'était pas fou de faire de lui son premier ministre. Gbagbo, Soro, Konan Bédié, Blé Goudé ont tous tué. Il y a Sarkozy. Aucun d'eux. Il est de nationalité française. Ouais, il ne doit pas être président, même Ouattara Ngaba de Bertois qui nous envoie ces messages. Je pense que on va s'arrêter un tout petit peu parce que nos panélistes sont encore là. La constitution ivoirienne limite à 2 mandats, on l'a dit, le nombre à 2, le nombre de mandats présidentiels, mais selon le pouvoir en place, l'adoption de la nouvelle loi fondamentale en 2016 a remis le compteur à 0. La candidature de Ouattara serait-elle illégale? Non, si on s'en tient au texte ivoirien, elle n'est pas illégale. Si on s'en tient au texte ivoirien, elle n'est pas illégale. Mais entre la légalité et la légitimité, il y a un questionnement. Est-ce que lorsque vous êtes dans un pays comme la Côte d'Ivoire ou le Cameroun, où le parti au pouvoir est obèse à l'Assemblée, on fait passer n'importe quoi? La loi n'est pas forcément la bonne chose pour le peuple. Donc, cette histoire, c'est des jongleries pseudo-juridiques africaines. Et quand je parle des docteurs en doctorat et des agrégés en agrégation, c'est ça. Vous amenez quelque chose qui n'a rien à voir avec l'environnement, notre environnement. Et regardez par où passent tous les fraudeurs. On change de constitution, on vous dit, on va donc parler de la non-rétroactivité de la nouvelle constitution. C'est clair. Ça, c'est
des arguties juridiques. Non. Écoutez, nous ici, on s'en fout des insultes. Nous parlons pour que l'Afrique se réveille. Nous voulons que ça change, même au Cameroun. Nous le disons ici tous les jours. Mais nous n'irons pas dire que c'est noir là où c'est blanc. Parce que vous ne dites rien, votre président. Non. Le président Biya n'a aucun avocat sur ce plateau. Nous sommes des citoyens camerounais et nous disons ce que nous pensons être bon pour notre pays. Nous disons ce que nous pensons être bon pour l'Afrique. Et pour l'Afrique, Ouattara est une catastrophe. Oui. Moi, je trouve que au-delà de tout, la candidature de M. Ouattara, elle est illégale. Parce qu'il ne faut pas voir la loi en partie, il faut la voir dans son entièreté. Effectivement, la loi fondamentale qui a revu un certain nombre de choses dans la constitution ivoirienne autorise M. Ouattara à se présenter pour une 3e fois, voire même pour une 4e fois. Mais sauf que ce qu'il faudrait qu'on sache, c'est que nos dirigeants doivent leur résistance au peuple. C'est pourquoi on vous dit que le peuple est souverain. Donc, lorsqu'il y a une décision comme celle-là, il aurait fallu, à mon humble avis, qu'il eût eu une consultation du peuple. Parce que c'est au peuple que revient le choix de ses dirigeants. M. Ouattara a fait une promesse aux représentants du peuple, qui sont les députés élus au Parlement de la Côte d'Ivoire. Il leur a dit avec un ton et la plus grande solennité, c'est-à-dire que je ne me représente plus. Quelqu'un a dit par exemple qu'il a dit si le monsieur Blé Goudé, le monsieur Conan Bédié, il y a aussi Pascal Affinguessan qui se présente. Donc monsieur Ouattara, donc vous allez encourager votre fille à faire la prostitution parce que la fille du voisin est prostituée, elle lui a construit une maison. Non, il faut qu'on arrête ça. Comparaison n'est pas raison. Ce n'est pas parce que M. Conan Bédié, encore que la candidature de M. Conan Bédié, je voudrais le dire à ces téléspectateurs, elle est encore entre guillemets. Elle est encore entre guillemets. Il y a, je crois même qu'il y a le PDCI, qui est justement le parti de M. Conan Bédié, doit tenir dans les tout prochains jours une assemblée générale ou une réunion de son bureau pour confirmer ou non la candidature de M. Conan Bédié. Parce qu'entre-temps aussi, le cas de M. Gbagbo n'a toujours pas été résolu. C'est vrai que la Cour constitutionnelle l'a mis hors course, mais il y a un recours qui va être introduit, qui doit être introduit par le parti par les proches de M. Gbagbo, puisqu'il y a aussi son retour qui pose problème. C'est vrai que M. Pascal Affinguessan disait que si M. Gbagbo revenait en Côte d'Ivoire et qu'il se décidait de se présenter, il lui céderait la place. Ça, c'est un fait. Donc, je reviens, c'était pour répondre à ces téléspectateurs qui ne pensent pas qu'on vient ici pour raconter nos vies ou raconter les balivernes, pour dire que pour moi, la candidature de M. Gbagbo, elle est non seulement Ouattara, elle est non seulement illégale, mais en plus, elle n'est pas digne d'un patriarche. Parce que chez nous, quand vous avez plus de 70 ans, vous êtes un sage, vous êtes un patriarche. Parce que quand quelqu'un vous dit « j'envisageais de m'occuper de mes petits-enfants », donc M. Ouattara... Il n'envisage plus. Donc ces petits-enfants ne sont plus importants. Ils sont plus importants. Pour quelqu'un qui a travaillé autant d'années, au lieu d'aller se reposer calmement, c'est parce qu'il sait que s'il n'est plus au pouvoir, il y aura des représailles. On va le renvoyer à la Cour pénale internationale, à la Haye. Il va aller remplacer Gbagbo. Et vous allez le remplacer, M. Ouattara. D'accord. Les choses vont-elles se compliquer pour Ouattara? Les choses vont véritablement se compliquer. Pourquoi? Parce que tout à l'heure ici, vous parliez, vous étiez en train de nous demander s'il y a l'égalité. Moi, je crois que il y a l'égalité et l'égalité. Lorsque une légalité est taillée sur mesure, ça ne donne plus la quintessence ou alors la dimension que cela devrait être. Mais vous savez bien qu'un homme d'État, c'est-à-dire que de la dimension d'un chef d'État, devrait être un homme charismatique. Et lorsqu'on est charismatique, le charisme donne l'influence. Une influence devrait être positive. Positive par notre capacité à dire des choses et à les respecter. Vous voyez? Et c'est ça qui permet à ce que lorsqu'on est un chef d'État et qu'on dise par exemple je ne vais plus me présenter à l'élection et que vous êtes applaudi et que l'applaudimètre de l'Assemblée nationale soit à 100%. Vous voyez?
C'est-à-dire que vous ne devrez pas revenir pour perdre, n'est-ce pas, cette dynamique qui vous permettait, n'est-ce pas, d'avoir une certaine influence auprès de vos populations. Moi, je me dis une chose. Si Alassane Dramane Ouattara sort de la Côte d'Ivoire, ou alors sortait de la Côte d'Ivoire en octobre prochain sans se représenter, il aurait gagné beaucoup plus de points. Hein? Peut-être, sûrement même, les Ivoiriens auraient même oublié même un certain nombre de choses. Mais avec ce qu'il vient de faire là, avec ce discours d'hier, moi je vous dis qu'il va aller à la haie. Cela va l'entraîner plus loin. Parce que nous ne voyons pas. Ça, je vais vous le dire. Un pays comme la Côte d'Ivoire n'est pas le Cameroun. Au Cameroun, on sait que nous, on parle parfois, et puis on oublie très vite. Mais des pays comme la Côte d'Ivoire ne sont pas comme le Cameroun. C'est-à-dire qu'eux, ils sont habitués. Ils ont déjà la culture de la révolution. C'est-à-dire que ce qui est sûr, c'est que, qu'on le veuille ou pas, les Ivoiriens vont se manifester. Ils vont manifester. Enfin, comment veut-on présenter Alassane Dramane Ouattara comme homme de paix lorsqu'on voit que le président Gbagbo est acquitté à la haie et on garde la condamnation ivoirienne? Ouais, par contre, tu vas. Non, c'est pas possible. Le travail qu'il fait, c'est d'éviter et d'écarter tout ce qui peut nuire à sa reconduction. Et c'est pourquoi M. Gbagbo est condamné. C'est pour cela que Guillaume Soro est condamné. On sort avec vous. Hein. Il a été élu pour la première fois en 2010, réélu en 2015. Parviendra t-il à rester au pouvoir? On sort très rapidement, en 30 secondes. Sauf à vouloir faire de la divination, vous savez qu'il y a une échéance électorale en octobre. Le 30 octobre, on pourra assister soit à une reconduction de M. Ouattara au pouvoir, soit alors à sa déchéance, à sa défaite. C'est d'ailleurs ce que nous souhaitons pour le peuple ivoirien. Nous souhaitons effectivement que la Côte d'Ivoire se réveille, que les Ivoiriens se réveillent et infligent à M. Ouattara une défaite inoubliable. C'est avec cela qu'on sera une défaite inoubliable. Et je voudrais préciser, en 30 secondes que sur le plan juridique, sur le plan constitutionnel, il n'y a pas d'illégalité à la candidature de M. Ouattara. Maintenant, sur le plan des pratiques politiciennes et politiques, il manque de galanterie. C'est un juriste qui parle. Merci. Merci à vous d'avoir accepté de partager ces moments. Merci à Willy Kak, bon week-end. On se retrouve peut-être sur le Patriarche. Hein. Patriarche, bon week-end. Maurice, on se dit pas. Bon week-end et surtout la pâte gâteau qui m'a été. D'accord. Merci à toute l'équipe technique qui a été mobilisée pour la réussite de cette émission. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir encore été des nôtres aujourd'hui. Le rendez-vous est donc pris pour lundi prochain à la même heure, s'il plaît à Dieu, bien sûr. Je vous laisse avec ceci. C'est un extrait de Mewé, un chanteur ivoirien qui s'est exprimé hier. Bon week-end. Excellence, Monsieur le Président de la République de Côte d'Ivoire, Monsieur Alassane Ouattara. Je viens de suivre l'intervention télévisée qui confirme votre candidature à un 3e mandat aux prochaines élections présidentielles, contrairement aux engagements que vous avez solennellement pris devant le peuple ivoirien. Toute ma vie d'artiste, au nom de ma loyauté, j'ai milité pour le peuple. J'ai milité pour les plus faibles. J'ai sacrifié une grande partie de ma carrière pour défendre la paix, l'amour, l'unité et la prospérité dans mon pays. Par conséquent, mon intervention s'impose, car l'heure est grave. Monsieur le Président, on ne bâtit pas un pays sur un régime de peur. On ne bâtit pas un pays en exilant ses fils et en emprisonnant les porteurs d'idées opposées. En succombant à la tentation et à l'éternité politique, vous risquez de faire sombrer la Côte d'Ivoire dans un chaos que nous croyons éloigné à jamais. Allez-vous sacrifier tout ce que vous avez bâti
pour vous classer du mauvais côté de l'histoire de notre pays? Allez-vous tomber sans résister dans le destin tragique des chefs d'État africains obsédés par le pouvoir? Monsieur le Président, vous avez encore une chance d'échapper aux prédateurs qui s'agitent autour de vous pour leurs intérêts et non le vôtre. S'il n'y a aucune personne dans la jeune génération compétente pour vous succéder, vous avez dès lors, Monsieur le Président, échoué. Et il faut le reconnaître en renonçant à ce troisième mandat qui sera le mandat de trop. Car le peuple ivoirien qui vous a porté, qui vous a accompagné à la magistrature suprême, pourrait vous manquer de respect. En vous remerciant en avance pour votre attention, je vous prie, Monsieur le Président, de retenir que je sais prévenir, je ne sais pas guérir. Je vous remercie.